Hey, bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast Crafting Athlete. On est sur le premier podcast, on va vous parler des principes de l'entraînement. Donc pour nous, avec Sacha qui est juste là. Salut à tous. Pour nous, c'est vraiment les bases, les grandes règles que tu vas devoir respecter pour pouvoir progresser et t'améliorer sur le long terme. Voilà, il existe vraiment de nombreux principes de base de l'entraînement qui vont être utilisés pour pouvoir concevoir un programme efficace, un programme efficace et qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Mais ici, on va vraiment mettre 6 grands principes en avant qu'on trouve vraiment capitaux pour ta pratique et ta carrière sportive, quoi. Donc le principe numéro 1, c'est le principe de progressivité. Et là, Sacha va vous en parler. Très simple, progressivité, tout est dit dans le titre. On ne commence pas à gravir une montagne par le haut, mais plutôt par le bas. L'idée, c'est de prendre chaque élément qu'on va vouloir mettre en place dans un entraînement et puis d'y aller step by step. Donc vraiment commencer petit pour ensuite aller au plus grand. Et si je peux prendre des exemples, c'est uniquement, c'est vraiment cet exemple qui revient souvent, c'est cette personne qui a envie de commencer un sport et qui a envie de se donner à 200% et qui au final, en fait, se blesse après 2 semaines ou bien perd juste la motivation parce qu'il a trop donné tout de suite. J'en connais plein, des personnes comme ça. C'est des personnes qui passent de rien à tout en 2 semaines et qui se mettent à faire du crossfit 10 heures semaine et aller courir 20 bornes tous les 3 jours et puis au final, comme par hasard, ça lui se blesse. Enfin, c'est vraiment monnaie courante, moi j'ai l'impression, et c'est des personnes qui justement qui respectent pas ce principe de progressivité. Et il faut vraiment faire très attention pour moi, hein, c'est vraiment primordial. Ouais, c'est vraiment le premier point le plus important. Donc ici, on parle de différents principes, il y en a 6 au total. Et en commençant par le premier, en fait, on commence vraiment tout en bas de la pyramide. Donc, en les prenant par importance, on va dire que ce principe-là, c'est le plus important. C'est vraiment prendre en compte le fait qu'on ne peut pas courir avant de savoir marcher et que si on essaie d'aller plus vite que le temps, en fait, on risque juste de se blesser et puis de retomber au premier palier, au premier niveau, là où on a commencé, pour repartir vraiment de zéro, quoi. On parle vraiment de principe de surcharge progressive. Donc ça va être l'augmentation graduelle des paramètres de l'entraînement, ce qui va nous permettre en fait une surcharge progressive des tissus et donc une adaptation continue de ceux-ci en fait. Donc c'est vraiment, je m'entraîne un petit peu, j'ai récupéré, je remets un petit peu de charge la semaine d'après, l'entraînement d'après, mais ça doit vraiment être progressif et petit à petit, comme tu l'as très bien dit, c'est vraiment step by step, savoir marcher avant de courir, c'est vraiment super important. Voilà, sinon on risque de tomber dans différents phénomènes comme l'overtraining ou bien overreaching. Ces 2 termes qui signifient quoi ? Tout simplement le surentraînement en français. Et c'est malheureusement quelque chose qui est souvent aperçu chez les personnes débutantes ou même à plus haut niveau lorsqu'il y a une mauvaise gestion de la charge qui est mise en place. Voilà, c'est quelque chose qui est facilement atteignable si on ne prend pas le temps de prendre les choses petit à petit. Un petit conseil, moi, ce que je vous donnerais pour ce principe de progressivité, c'est d'essayer de dézoomer un petit peu de la vision qu'on a, parce que généralement, ce qui va se passer, c'est que les gens vont penser de semaine en semaine. Donc ça va être cette semaine-là, il faut que je me donne à fond, et puis la semaine d'après, c'est il faut que je me donne à fond. Essayez de dézoomer un petit peu et de voir le plan global, votre plan global sportif sur un peu plus longtemps, et ça va vraiment vous donner cet aspect-là de progressivité et de laisser le temps au corps de faire les choses, parce que moi je suis persuadé que le corps peut faire pas mal de choses, mais il faut vraiment lui laisser le temps de s'adapter. Principe 2, le suivant. Donc ici, si on reprend cette base de pyramide, on arrive à la deuxième base, donc quelque chose de super important aussi, c'est la spécificité et l'individualisation de l'entraînement. Alex va nous toucher un petit mot par rapport à ça. C'est exactement ça. Donc, comme on l'a dit, on est un petit peu au-dessus de la pyramide. Donc, c'est un principe qui est aussi primordial. Donc, avec ma casquette de préparateur physique, je vais te dire que l'entraînement, en fait, il doit répondre aux besoins du sport et aux besoins de l'athlète. Et avec ma casquette de coach sportif, où il n'y a pas vraiment d'objectif de compétition ou de sport spécifique, en fait, là, l'entraînement, il va devoir laisser place, donc les besoins du sport vont devoir laisser place aux objectifs du sportif, donc ce que lui veut réaliser, le niveau qu'il veut atteindre, etc. Donc, ce qui est hyper important, je vais te donner une petite phrase, c'est si tu veux être meilleur au golf, va jouer au golf.
Si tu veux être meilleur à la boxe, va boxer. Si tu veux être meilleur à telle chose, il faut que tu passes du temps à ta discipline. Et il ne faut pas que tu te dises que la préparation physique, elle doit être ultra spécifique. Je veux être meilleur en boxe, je vais commencer à me mettre des poids dans les mains pendant que je boxe, etc. Ça peut avoir parfois du sens dans certains cas très très spécifiques. Mais comme ici, on est sur Crafting Athlete, on va vraiment commencer par te former toi petit à petit dans ta carrière de sportif, on doit prendre les choses par la base. Donc ça veut dire faire de la préparation physique générale, donc faire des mouvements globaux, te développer, ne louper aucune séance de ton sport. Ça, c'est vraiment la base. On va vraiment être sur des mouvements globaux, des mouvements généraux, et de faire de toi d'abord un meilleur athlète avant de faire de toi un meilleur boxeur. Parce que voilà, si tu as les bases acquises, ça va vraiment t'aider pour ton sport spécifique avant de vouloir rentrer dans l'ultra spécificité. Vraiment, ça, c'est un besoin que j'ai remarqué. Vraiment, les sportifs en Belgique, en général, ils veulent être trop spécifiques avant d'avoir les bases, avant d'être un bon athlète. Voilà, ils veulent griller des étapes, comme tu as dit, ils veulent savoir courir avant de savoir marcher. Mais non, il faut vraiment laisser le temps, il faut prendre le temps, il faut croire en soi. Voilà, on sait que être bon dans quelque chose, ça prend vraiment du temps, donc il faut se laisser le temps. Et voilà, je sais pas si tu as quelque chose à dire aussi encore là-dessus. Alors ici, on ne veut pas dire évidemment qu'il faut juste faire de la salle de sport, faire de la muscu, et puis après faire son sport spécifique sur le terrain. Pas du tout. On dit vraiment que ces deux choses sont complémentaires, mais qu'il faut bien les dissocier. C'est-à-dire que, par exemple, ça c'est vraiment l'exemple qui me revient tout le temps en tête, c'est ce gars qui s'entraîne pour la boxe, qui va commencer à mettre des élastiques autour du dos, prendre chaque bout d'élastique dans chaque main, et puis commencer à frapper avec. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Fais ce que tu as à faire sur ton ring de boxe au ring de boxe, et fais ce que tu as à faire en salle de sport à la salle de sport. Rien ne sert d'aller les deux, parce qu'en fait, tu risques juste de déformer le geste technique, et puis de juste défoncer ta technique par rapport à ton sport spécifique. Il y a vraiment le technico-tactique que tu vas bosser avec ton coach, ou bien tout seul sur le terrain, et après, la préparation physique que tu feras sur le travail de qualité, parce qu'après tout, c'est ça notre métier, c'est travailler sur des qualités qui sont spécifiques. Donc par exemple, la force, la vitesse, la puissance, etc. etc. On y viendra bien plus en profondeur dans différents podcasts par la suite. Mais voilà, ce que tu fais en salle de sport, fais-le en salle de sport avec des mouvements globaux au début, et c'est pas de te casser la tête dans l'hyper-spécificité. Une personne qui va commencer un sport et qui veut devenir meilleure dans ses qualités, va prendre des mouvements et va prendre du temps sur ces mouvements comme le squat, comme le développé couché. Et ce sont des mouvements qui peuvent vraiment apporter une plus-value dans la performance. Mais c'est vrai aussi, parce que là on a parlé de salle de sport, mais c'est vrai aussi pour les filières énergétiques. Alors, je te prends l'exemple vite fait du judo. Voilà, on va te dire ça sert à rien d'aller courir 30 minutes pour le judo parce qu'un combat de judo ça dure pas 30 minutes. Oui, mais faut pas le voir comme ça. C'est le fait d'aller courir un certain temps, tu vas d'abord développer ta capacité aérobie, donc ta qualité, en fait, ton réservoir d'énergie, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, ça va te servir après pour le judo à pouvoir mieux encaisser les charges d'entraînement, mieux récupérer, etc. Donc, ils font pas tomber vraiment dans l'ultra spécifique. Un combat de judo, c'est 4 minutes, donc faut que je cours à fond pendant 4 minutes parce que c'est spécifique, parce que c'est ce dont j'ai besoin. Oui, ce truc-là peut s'entendre dans certains cas, mais d'abord, au début, construis-toi tes bases athlétiques. On monte un petit peu dans la pyramide. On a parlé de la spécificité. Maintenant, on va monter un petit peu, on va parler de l'alternance, travail et repos. Voilà, parce que s'entraîner, c'est je m'entraîne, j'ai une charge d'entraînement, mais je dois faire aussi ce qu'il faut pour récupérer et pour pouvoir retourner à mes niveaux de performance. Ça fait partie de l'entraînement. Il faut récupérer absolument, et la récupération, ça inclut quoi ? Ça inclut non seulement les temps de récupération grâce au sommeil, inter-séance, et puis aussi grâce à l'alimentation et tout ce qu'on peut mettre en place pour vraiment apporter une plus-value à notre performance. Donc, il y a un principe théorique qui revient souvent dans les cours en préparation physique ou bien dans les cours de coaching, c'est ce phénomène de surcompensation. Donc, si on met un petit peu une loupe là-dessus, il faut voir le phénomène de surcompensation comme un graphe avec sur l'ordonnée la performance et sur l'abscisse le temps. En fait, la performance, elle va osciller à travers le temps. On va démarrer à 0 lorsqu'on commence une activité et on va commencer à s'entraîner. En s'entraînant, on va induire une fatigue, ce qui fait que la performance, elle va baisser un petit peu parce qu'on va avoir une baisse d'énergie. Cette baisse d'énergie qui va être induite devra être récupérée avec suffisamment de repos pour atteindre un point qui est plus élevé que là où on a commencé. Ça signifie quoi ? Ça signifie que en lien avec l'activité que tu vas effectuer,
qu'elle soit plus ou moins intense, eh ben, tu vas prendre plus ou moins de repos. Si je prends un coureur qui va faire de la basse intensité et qui va courir pendant 45 minutes en zone 2, donc zone 2, si on prend le modèle des 5 zones d'entraînement, comme tu peux avoir sur ta montre, c'est la zone qui est juste au-dessus de la zone 1, donc ça veut dire repos. Et c'est une zone qui n'est pas spécialement hyper importante en termes de fatigue induite. Et ben, cette personne-là pourra récupérer beaucoup plus rapidement et arriver du coup à un niveau un tout petit peu plus élevé en l'espace de 24 heures par exemple. Voilà. En fonction des qualités entraînées, en fonction de l'intensité de l'entraînement, en fonction du volume, on va récupérer plus ou moins vite, comme vous l'a dit Sacha en fait. Exact. Après, il y a d'autres types d'entraînement qui vont être beaucoup plus intenses. Donc, comme l'a dit Alexandre, volume-intensité. Si on joue vraiment sur l'intensité, et ben là, du coup, on va devoir récupérer pendant plus longtemps. Mais alors, ça veut dire qu'on aura acquis une forme qui sera plus élevée que si on s'était entraîné avec une basse intensité. Différents paramètres à faire évoluer et à bien prendre en compte en fonction du temps de récupération qu'on doit mettre en place pour pouvoir évoluer. Et comme je l'ai dit, c'est en oscillation, donc c'est ondulatoire. On va commencer à un point, on va endurer une fatigue, on descend, après on remonte grâce à une récupération, on arrive un petit peu plus haut, et après on est reparti. On reproduit ce schéma pendant quelques temps pour avoir à chaque fois un niveau de plus en plus élevé et arriver du coup au top le jour de la compétition ou le jour de l'échéance. Alors, si on continue là-dessus, comme je l'ai dit, on va avoir non seulement le sommeil, mais on va aussi avoir l'alimentation qui va jouer un rôle qui sera crucial, parce qu'il faut bien savoir que le corps, pour produire de l'énergie, il a besoin de certains composants, certains substrats. Et si on met l'accent sur les premières réserves qu'on a, c'est vraiment les réserves énergétiques. Donc on parle souvent de protéines pour la synthèse musculaire, mais en général, il y a autre chose que ça. Il y a les protéines, on a les glucides, on a aussi les lipides. Donc en fait là, on fait vraiment le tour par rapport aux différents macronutriments qu'on peut trouver. Et ces macros jouent vraiment un rôle dans la performance. Pour produire de l'énergie, le muscle il a besoin d'ATP. L'ATP, grosso modo, c'est vraiment l'énergie qui est utilisable par les muscles et qui est créée grâce à ces différents substrats énergétiques, comme les glucides, les lipides ou les protéines. Il faudra effectuer un stock au préalable pour pouvoir créer l'ATP en fonction de l'effort qu'on va fournir. Si on prend le continuum, on aura vraiment des efforts qui seront explosifs, où là, par exemple, on va utiliser la phosphocréatine dans les premiers instants. Si ensuite on commence à évoluer un peu plus dans des efforts qui seront de plus longue durée, là on va utiliser par exemple les glucides, ensuite ce sera les lipides, ensuite les protéines si on va vraiment chercher des extrêmes. Mais tout ça pour dire qu'il faudra avoir des stocks qui seront modulés grâce à notre alimentation et qui seront propres au sport qu'on est en train d'effectuer. Donc ça veut dire qu'après l'entraînement, il faut avoir une alimentation vraiment en fonction de l'exercice qu'on vient de faire, pour pouvoir retrouver donc cette surcompensation et retourner à son niveau de performance, voire l'augmenter. Ensuite, ce qui va pouvoir aussi jouer sur ce phénomène de surcompensation, ça va être le système nerveux. Donc l'entraînement à haut volume et haute intensité tout le temps, où ça va vraiment avoir un impact sur l'homéostasie des cellules nerveuses. Donc l'homéostasie, c'est l'état basal de tes cellules nerveuses. Donc ça veut dire qu'avec l'entraînement, ces cellules vont être stimulées. Et donc, on peut avoir une déperdition vraiment de l'influx nerveux. Donc l'influx nerveux, c'est vraiment ta capacité contractile via l'influx nerveux. Donc ça va vraiment jouer sur ta capacité de contraction de tes muscles. Et donc cet influx nerveux, il va pouvoir être modifié vraiment avec l'état de fatigue. On sait que vraiment que l'influx nerveux diminue en fonction de l'état de fatigue de la semaine. Donc c'est vraiment très très important. Il faut aussi laisser le temps au système nerveux de pouvoir récupérer. Exact, mais ça peut prendre du coup plusieurs jours, voire des fois même plusieurs semaines, lorsqu'on a effectué une séance ou une compétition qui est super intense. Ensuite, on a, si on rentre encore plus en profondeur, certains messagers chimiques qui vont jouer un rôle crucial pour la performance. Et donc ces messagers chimiques, on va les retrouver dans les molécules intra- et intercellulaires. Ça va jouer vraiment un rôle dans la prise de masse musculaire, par exemple. Donc, une accumulation de fatigue peut diminuer la voie anabolique et augmenter la voie catabolique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on a une espèce de balance. Et pour maintenir un équilibre, il faudra essayer de créer plus que ce qu'on est en train de dégrader. Donc tout ce qui touche à la création, on va parler d'anabolisme. Tout ce qu'on parle de dégradation, tout ce qui touche à la dégradation touche au catabolisme. L'idée, ça va être de récupérer suffisamment afin d'utiliser ce qu'on retrouve dans la nourriture pour anaboliser suite à un effort.
Ces messagers chimiques, on parle du coup surtout des hormones. On en a deux. On a la testostérone et le cortisol. La testostérone nous sert à anaboliser. Le cortisol, par contre, joue beaucoup plus un rôle dans la voie du catabolisme. Mais est primordial pour effectuer un effort. En fait, c'est vraiment deux hormones qui vont essayer de jouer un petit peu. C'est comme un couple. Il faut qu'elles s'entendent et qu'elles fonctionnent ensemble afin de pouvoir créer les adaptations nécessaires à l'évolution de la performance. Maintenant, on va parler du principe 4, la périodicité. Donc là, on monte encore un peu plus haut du coup dans cette pyramide. Et c'est quelque chose de super important. C'est comme planifier votre mariage. Il faut à chaque fois prendre chaque étape dans son importance et sur une ligne du temps afin de faire les choses progressivement pour arriver à votre objectif. Alex, je vais te laisser du coup démarrer et embrayer sur ce principe-là. Le principe de périodicité, il est vraiment apparu dans les années plus ou moins les années 1960, avec notamment les Russes, etc. Il y a vraiment eu une amélioration dans les sciences du sport à partir de ce moment-là. On a vraiment commencé à s'y intéresser beaucoup plus. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, ils ont vraiment créé des périodes au sein de la saison sportive et même au sein de la carrière sportive. Donc, en fait, le préparateur physique, son boulot, ça va être d'identifier ces différentes phases. Les phases de développement, les phases de maintien, les phases de compétition, les phases de récupération, etc. Donc ça, c'est super, super important. Mais donc, du coup, ce découpage, il va se faire en fonction du sport, en fonction du calendrier du sportif, etc. Et en fait, le but, ça va vraiment être d'optimiser l'entraînement afin d'induire les adaptations optimales. Et vraiment, c'est en fonction des inconvénients du sport et aussi du sportif. On va vous parler un petit peu plus tard de cas spécifiques, un petit peu plus tard dans ce chapitre-là. Parce qu'il faut savoir que certains sports sont par exemple dépendants de conditions de météo, d'autres ont beaucoup plus d'échéances de compétition, etc. Mais donc, du coup, ce principe-là de périodicité, c'est vraiment un travail du préparateur physique et du staff pour identifier les périodes de travail, de développement, etc. C'est vraiment le calendrier de compétition qui va dicter ce qui se passe et comment ces périodes vont être agencées. Alors, Donc, dans l'idéal, encore une fois, donc si on parle vraiment d'expérience de terrain, il y a dans l'idéal ce que le préparateur physique il a dans la tête et la réalité de terrain et l'accord qu'il peut avoir avec l'entraîneur. Parce que des fois, on a envie de faire plein de choses. Il y a plein de trucs marqués de développement de qualité dans notre calendrier, mais on n'a pas toujours le temps de tout faire. Et c'est un travail de collaboration avec tout le staff, comme tu as dit Alex, pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles, quoi. Mais il y a la réalité, donc en théorie, et puis la réalité sur le terrain. Tout à fait. Puis ça dépend aussi dans le sport amateur du nombre de gens présents à l'entraînement qui peut varier rien qu'en fonction de la pluie ou de la neige, etc. Ou des périodes de l'année. Donc parfois, il faut savoir aussi être un peu couteau suisse et s'adapter. Mais voilà, ça, on en reviendra peut-être plus tard. Mais donc, du coup, là, on va parler de style de programmation d'entraînement et donc des façons de périodiser l'entraînement. On va parler de périodisation linéaire. Donc là, ça veut dire que pendant l'année, donc ça sied bien au sport avec peu de périodes de compétition. Parce que là, on va vraiment être sur des longues phases de développement et on va vraiment jouer avec le volume, donc qui est la charge de travail totale, la charge de travail accumulée, et l'intensité qui est le pourcentage de mon effort maximal, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est valable en course, en musculation, pour tout ce que vous voulez, ce pourcentage d'effort maximal. Et donc du coup, pour des sports où j'ai pas beaucoup de compétition, en haltérophilie, en powerlifting, en course à pied, en trail, on est vraiment dans des environnements assez prévisibles et où on sait qu'on va avoir 6-7 mois parfois pour se développer et on va vraiment pouvoir se laisser le temps pour accumuler beaucoup de volume et ensuite passer sur l'intensité. Et voilà, c'est un type de programmation qui peut convenir à certains sports mais pas du tout à d'autres. Donc on a la périodisation classique, linéaire classique. Donc là, comme je vous ai dit, c'est vraiment d'abord un travail de volume et ensuite, pour vraiment accumuler une charge de travail, développer un certain fitness, pour ensuite basculer sur l'intensité, etc. Donc là, on est vraiment sur des sports à demande d'intensité parce que plus je me rapproche de la compétition, plus l'intensité va augmenter. Donc par exemple, on est sur des sports à très haute intensité, en haltéro, en powerlifting, etc. où vraiment là, il n'y a pas beaucoup de volume. En haltéro, vous allez avoir 6 reps à faire. En powerlifting, 9 reps à faire sur la compétition. Voilà, pas de volume. Par contre, en intensité, on a 200%. Vraiment, c'est le plus haut pourcentage possible d'intensité. Et ensuite, la périodisation linéaire inversée. Donc ça, c'est l'inverse. On commence d'abord par l'intensité et ensuite le volume. Et donc là, c'est des sports à haute dose de volume, parce que plus je me rapproche de la compétition, plus le volume va être important. Et donc, du coup, ça va être des trails, des ultramarathons, etc.
Ensuite, il y a une petite spécificité à cette périodisation linéaire. On va appeler ça périodisation par bloc. Donc là, ça veut dire qu'on va se mettre plusieurs semaines de travail, on va travailler sur une qualité. Voilà, et ensuite, on va passer au bloc suivant, on va passer sur une autre qualité de développement. Voilà. Donc ça, c'est aussi un style de périodisation qui marche bien pour les sports où il n'y a pas énormément de compétitions dans l'année, où on peut vraiment séquencer le travail en fonction des qualités. Voilà, moi, j'ai travaillé avec cette périodisation-là, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner, c'est assez intéressant. Encore une fois, voilà, on va parler de différents cas, de différents types de programmation, de périodisation. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Juste prendre celle qui est le plus adaptée par rapport non seulement au profil des personnes qu'on prend en charge, et puis au profil du sport qu'on prend en charge. Donc il y a l'athlète et il y a son sport. On a aussi une façon, tous les deux, je crois, de périodiser qui est plus ou moins similaire, dans le sens où on aime bien utiliser ce terme de rétro-ingénierie, comme on fait dans la construction automobile avec les pièces détachées. C'est vraiment en fait prendre, on va dire, le produit fini, et puis ensuite le décomposer petit à petit pour revenir vraiment à la base et avoir en fait des tas de petites pièces détachées qui composent ce produit. On fait le trajet inverse en fait, c'est ça. C'est exactement ça. Donc en fait, on prend l'échéance finale et on décompose à partir de l'échéance finale pour arriver au début. Et grâce à ça, on peut avoir une périodisation qui est beaucoup plus claire et précise par rapport à ce qu'on a vraiment envie de travailler. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment un conseil qu'on peut déjà vous donner. C'est lorsque vous avez un objectif, si je prends un exemple simple d'un 20 km, par exemple, là, prochainement, il y a les 20 km de Bruxelles qui vont avoir lieu. Si vous vous mettez, on va dire 6 mois ou même une année pour le préparer, prenez les 20 km et essayez à partir de l'échéance finie de décomposer un petit peu en différentes phases de volume et d'intensité. Quand on parle de volume et d'intensité, encore une fois, petite piqûre de rappel, volume, quantité, intensité, c'est le pourcentage d'effort qu'on va mettre durant un entraînement. Si on prend ces 20 km, on va le décomposer et par exemple, proche de l'échéance, donc pas trop non plus, par exemple à 2 mois avant l'échéance, on va essayer de reproduire un petit peu le volume qu'on va devoir encaisser pour l'échéance. Mais ce ne sera pas le même volume qu'on va essayer d'encaisser au tout début de notre programmation et de notre périodisation. On va peut-être commencer au début par un 5 km, mais lorsqu'on se rapproche de l'échéance finale, peut-être que 2 mois avant, on fera un 15-18 km proche des 20 km, et voire même un 20 km pour essayer de se le faire une fois dans les pattes et voir un petit peu comment est-ce qu'on réagit par rapport à cette charge d'entraînement. C'est ça. Et on a encore un autre style de périodisation, de programmation qui va être l'ondulatoire. Donc là, c'est plus difficile à mettre en place pour les débutants parce qu'on va faire, c'est pour ça que ça porte ce nom-là, mais on va vraiment faire onduler les variables de l'entraînement au sein même de ta semaine d'entraînement. Donc là, on n'est plus sur des périodes de travail où ça change. Là, on est vraiment sur, en fait, si je peux résumer ça à une phrase, c'est faire un petit peu de tout le temps. Voilà, donc ça veut dire qu'on va travailler toutes les qualités, on va essayer de faire en sorte que du coup ce soit bien dosé dans la semaine, etc. Mais donc du coup ça demande beaucoup plus d'expérience pour le préparateur physique, ça demande beaucoup plus d'échanges avec le sportif, donc c'est pas évident à mettre en place dans un premier temps. Par contre, cette planification ondulatoire, elle va permettre aux sportifs d'avoir des pics de forme entre guillemets sur toute l'année. Donc ça veut dire que dans les périodisations qu'on vous a présentées juste avant, et là on va être plus limité parce qu'il va y avoir des grosses phases de développement, donc des grosses phases de développement qui du coup vont induire des grosses phases de fatigue, et donc l'athlète ne pourra pas être à son meilleur niveau de compétition toute l'année. Donc vraiment la périodisation ondulatoire, c'est vraiment pour les sports où il y a énormément de compétitions, des compétitions tous les week-ends, 2 fois par semaine, toutes les 2 semaines. Là on est vraiment sur un bel type de périodisation où on va pouvoir travailler un petit peu tout le temps. Voilà. Après il n'y a pas de modèle supérieur à un autre, c'est juste des contextes qui font qu'on va utiliser ce modèle-là ou un autre. Après, je voudrais juste qu'on revienne sur nos expériences personnelles. Je ne sais pas si toi, Sacha, tu peux nous en dire un petit peu plus. Disons que moi, je vais suivre un schéma plus classique. On va avoir donc une périodisation qui sera plutôt linéaire, malgré le fait que j'ai... Alors, plutôt par bloc. Donc linéaire, mais par bloc. Malgré le fait que j'ai donc une équipe collective et dans laquelle il y a beaucoup de joueurs et où j'essaie d'être le plus individualisé possible par rapport à mon approche. Et pour quel sport tu fonctionnes comme ça ? Plutôt en hockey sur gazon. Okay. Après, pour le rugby, moi je m'occupe surtout, on va dire, du travail de force que je peux faire en salle, le travail plus global, d'accord ? Parce qu'il faut savoir aussi qu'on est en Belgique, on travaille avec des équipes qui ne sont pas professionnelles, voire des fois même pas semi-pro.
Là, pour l'instant, c'est vraiment avec des amateurs, des personnes qui ont encore certaines lacunes sur des exercices de base. Et on va travailler surtout sur des mouvements globaux, comme on l'a expliqué tout à l'heure, pour pouvoir développer des qualités de force, des qualités de vitesse pour être beaucoup plus puissant sur le terrain. Mais en hockey sur gazon, pour l'instant, ce que je fais, c'est du linéaire par bloc où je vais travailler certaines qualités pendant un petit temps et ensuite, à l'approche de l'échéance, on va changer de qualité pour se diriger vers quelque chose d'un peu plus spécifique par rapport à ce qu'on peut retrouver en match. Donc, par exemple, en pré-saison, on va être plus sur un travail qui sera général, on va préparer un petit peu les tissus, pour ensuite partir, lorsqu'on arrive proche de la saison, à un travail de vitesse, un travail de force, et un travail aussi qui met l'accent sur la puissance aérobie, donc on va dire la capacité à vraiment répéter des efforts qui sont intenses, récupérer rapidement pour se remettre dedans. Et toi du coup Alex, c'est quoi quelles sont tes phases de périodisation que tu vas mettre en place avec tes joueurs de rugby? Bah, moi, par exemple, avec le rugby, on est clairement sur une planification ondulatoire. Voilà. Les mecs ont des matchs assez souvent. Donc moi, je m'occupe vraiment pas que de la partie muscu, mais de toute la partie. Donc tous les entraînements. Donc vraiment, on est sur du high-low, comme on pourrait appeler ça. On établit des semaines de développement, des semaines de maintien, des semaines de récupération, en fonction des matchs, en fonction du calendrier. Et donc vraiment, on va vraiment cibler certaines semaines où on va être sur des thématiques de travail, où on va être sur une certaine charge d'entraînement, des semaines plus cool. Et on essaie vraiment d'être très progressif, etc., de faire vraiment onduler les qualités et de jouer avec le volume et l'intensité. Vraiment, alors que par exemple, quand j'ai pu encadrer 2-3 judokas etc. Là, on est sur d'autres travails, il y a moins de compétition. Le but, c'est qu'ils arrivent proches de leur compétition en étant super en forme. Donc, du coup, il y a des grosses phases de développement où là, on peut se permettre d'avoir des plus grosses charges de travail et de vraiment travailler et taper dans le dur, un petit peu comme ils disent au rugby. Voilà. Ouais, c'est clair. Bah, après, on retrouve effectivement toujours cette même logique qui est gros volume au début, en pré-saison, pour essayer de construire un maximum de viande et puis créer des bonnes adaptations pour ensuite progressivement le diminuer, augmenter l'intensité et avoir une période de maintien durant la saison pour que les gars soient en forme, mais tout en respectant effectivement les périodes de fatigue, les périodes de récupération, encore une fois pour avoir cette surcompensation qui prend place, quoi. Tout à fait. Si on parle maintenant du principe numéro 5, donc principe numéro 5, on parle du coup de réversibilité. La réversibilité, c'est malheureusement notre capacité à perdre ce qu'on a pu obtenir si on arrête d'appliquer des stimuli. C'est très simple, le corps il s'adapte à tout ce qu'on lui impose et il peut très vite se désadapter si on arrête de lui imposer. Il y a une phrase anglo-saxonne qui est super intéressante par rapport à ça, c'est « use it or lose it ». Donc c'est vraiment à chaque fois, régulièrement, restimuler les choses qu'on a envie de travailler, les choses sur lesquelles on a envie de mettre l'accent pour atteindre un objectif, pour être sûr de l'atteindre cet objectif et pas de retourner au point de départ, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Un petit point aussi important à souligner, c'est que ce phénomène de réversibilité, c'est un phénomène qui est normal et prévisible. Donc ça veut dire que nous, en préparation physique, on sait que certaines qualités, si on arrête de s'entraîner, elles vont rester dans le temps, parfois 3 à 5 jours, parfois 20 jours, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 semaines, parfois un petit peu. Donc voilà, heureusement que nous, on a ces tableaux-là pour pouvoir parfois remettre des séances, parfois des semaines, quelques semaines d'entraînement, où on vient retravailler, restimuler ces qualités-là pour pouvoir finalement pas les perdre et continuer à travailler et s'améliorer. Par exemple, dans la périodisation ondulatoire que tu mets en place avec tes gars au rugby, c'est quelque chose que tu mets en place. Tu retravailles des qualités pour essayer de ne pas perdre le travail qui a été fourni en début de en fonction des thématiques, en fonction des semaines d'accumulation, intensification, etc. Parfois, on remet quelques semaines... Parfois, juste une semaine d'accumulation au bout d'un certain temps d'intensification permet de justement maintenir le travail qui a été fait pour pouvoir continuer à progresser et pas perdre une qualité au détriment d'une autre. Même si parfois c'est inévitable, mais on essaie de faire en sorte qu'on maintienne les gains le plus longtemps possible. D'ailleurs, en parlant de maintenir les gains le plus longtemps possible, c'est hyper important de comprendre ce principe-là quand on est blessé. Parce que moi, je vois trop souvent des personnes qui, quand elles sont blessées, vont se dire tant pis, et puis quand je serai plus blessé, je m'y remets. Ouais, mais alors après, tu as 3 fois plus de temps tu prends 3 fois plus de temps pour retourner sur le terrain, quoi. C'est le problème de ces gars qui se blessent, qui font leur rééducation, qui sont suivis du coup par le kiné. Alors évidemment, comme ils sont suivis par le kiné, c'est individualisé. Ils se sentent soutenus dans leur processus. Ils guérissent.
Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Ils arrêtent de s'entraîner en remettant l'accent sur ce qui n'a pas été. Et après, ils se reblessent parce qu'ils n'ont peut-être pas suivi les remarques, les conseils qui restent en fait dans le processus de guérison. Et quand on se blesse, entre guillemets, et ça, je l'observe bien à chaque fois avec mes collègues kinés, j'ai la chance de travailler dans un centre de rééducation, donc ça, je le vois souvent et je l'entends souvent. C'est après une blessure, les gars, ils ont l'impression que c'est fini et puis C'est ça. ils s'arrêtent et puis ils arrêtent de bosser en fait sur leur faiblesse. C'est exactement ça, mais c'est la pire chose à faire en fait. C'est la pire chose à faire. Parce qu'après, en pensant que t'es guéri et que ça peut plus jamais t'arriver, bah c'est pas spécialement ça. T'as Non. encore certaines lacunes, il faut encore bosser dessus et c'est un travail perpétuel de longue durée. Sinon, bah tu te remets dedans, quoi. Et puis en plus, t'as pas profité de cette période-là pour t'améliorer dans d'autres choses. Donc ça veut dire que quand tu reviens, au final, t'es encore plus bas que le point de départ. Donc c'est problématique. Ouais, exactement. Donc ça à prendre en charge aussi. C'est vraiment à prendre en charge aussi. On va passer maintenant au dernier principe, le principe numéro 6. Et là, c'est peut-être le dernier, mais un principe super important. Et là, du coup, on va vraiment parler de certains athlètes, de certaines personnes qui vont s'entraîner, qui vont penser qu'un mouvement, on est juste d'un point A et on va juste vers un point B. Mais entre le point A et le point B, il s'est passé un tas de choses et il faut y faire attention. Évidemment, on parle de quoi? On parle non seulement du tempo qu'on va mettre en place par rapport au mouvement, on parle de la technique et par rapport à la force qu'on va produire durant le mouvement. La force ou la vitesse, que sais-je, en fonction de l'objectif qu'on a envie d'atteindre. Mais ce sont 3 facteurs qui sont super importants. Quand on va commencer à faire un travail de vitesse, c'est un travail de vitesse, c'est pas un travail d'endurance. On va effectuer un sprint. D'abord, avant de l'effectuer, on va prendre le temps de visualiser le mouvement, on va se concentrer. Lors du mouvement, on va décharger un maximum de perf. Et après le mouvement, lorsqu'on l'a effectué, on va prendre une période de récupération avant de recommencer. Il faut bien dissocier la quantité de la qualité. Il y a des qualités qu'on ne peut que travailler avec qualité. C'est bizarre à dire, hein, mais si tu travailles une qualité comme la vitesse, tu dois le faire en qualité. Si tu travailles une qualité comme l'endurance, bah là, tu peux le faire en quantité. C'est pas spécialement important à partir du moment où tu as ton volume qui sera fait. Et c'est là vraiment qu'il faut être hyper minutieux dans sa façon d'enseigner et de faire aussi les exercices. C'est ça. Je vais donner l'exemple, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de donner du travail de puissance, du travail balistique, avec des lancers, avec des slam balls, etc. Et les gens sont étonnés de ne pas être fatigués à la fin, alors que tu sais, tu donnes bien les consignes, etc. Mais ils sont toujours, ils se demandent à chaque fois, mais en fait, c'est tout. Bah oui, c'est tout, parce que tu n'as donné que 80% sur chaque lancer, alors que sur chaque lancer, il faut vouloir exploser la routine ball, il faut vouloir lancer plus loin que ton copain, il faut vouloir à chaque répétition, que ce soit pour du travail, de la puissance, de l'explosivité, chaque répétition, vouloir donner le maximum d'intention. Donc là-dessus, on est vraiment dans l'intention de l'effort, c'est vraiment, je suis sur ce genre de travail-là, faut que je me donne à fond, faut que je fasse mieux que mon copain, faut que je fasse mieux que la semaine passée. Il faut mettre ça en tête pour vraiment travailler, se mettre dans les bonnes conditions, pour, comme tu l'as dit, c'est vraiment un travail de qualité et pas de quantité. Et donc voilà, c'est vrai que les gens ont un peu l'impression de devoir faire du crossfit quand ils prennent des slam balls alors que c'est pas du tout le travail. Ici, ils sont pas fatigués, ils pensent que ça sert à rien. C'est ça. Tu vois, même problème aussi avec mes gars, je leur donne un sprint en côte à faire. Je leur dis, ok, il y a 5 séries de sprint en côte à faire. Après, prenez le temps de revenir en marchant, de récupérer. Bah non, tu les vois sprinter en côte. Après, tu les vois limite taper leur meilleur sprint pour redescendre. Ouais, ils sont essoufflés. Ça travaille là. Ouais, c'est ça quoi. Et voilà, ça rend un peu fou. Malheureusement, mais c'est pas la bonne intention qu'il faut avoir pour développer ce qu'on voulait développer. il faut se canaliser si on veut la qualité. C'est ça. Donc voilà, il y a aussi différents outils qu'on peut utiliser. On a, pour tout ce qui est feedback visuel, les outils VBT. Donc VBT pour Velocity Based Training. On va trouver des petits boîtiers qui sont des capteurs linéaires avec un écran en face de nous qui nous permet d'avoir un feedback visuel sur la vitesse qu'on déploie sur chaque mouvement. Donc on va vouloir travailler dans des zones bien spécifiques en fonction de la qualité qu'on a envie de développer. Et il y a une différence entre faire un squat par exemple à 0,8 mètres par seconde et 0,3 mètres par seconde. Voilà. Dans là, on va être plus vers un curseur, et donc curseur de puissance, plus vers la vitesse, et dans là, on sera plus vers la force. Vers la force maximale, ouais. Et ça reste du coup super intéressant pour se dire, ok, bah là peut-être j'ai pas été assez vite, du coup il faut que j'aille un peu plus vite sur la prochaine répétition, et dans les bonnes zones quoi. C'est tout bête, mais avec ce petit capteur qui est simplement un boîtier avec un fil, donc un accéléromètre qui est relié à ta barre, eh ben, tu vois ce que tu produis, donc tu veux faire mieux.
donc tu veux t'améliorer. Et donc là, en fait, tu as un retour directement sur l'intention que tu mets dans ton effort. Et quand ton coach, ton prépa te dit je veux le maximum de vitesse possible, on voit que tu fais 0,56, eh ben on va avoir envie de maintenir cette vitesse ou d'aller encore plus vite. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore, le VBT, pour ce travail-là. J'aime bien pouvoir donner des feedbacks à mes sportifs. Et en parlant du coup de feedback, rien qu'une stimulation auditive, donc quelqu'un qui t'encourage ou quelqu'un qui fait avec toi la séance en même temps, bah, ça va te stimuler. Ça va te permettre d'aller encore un petit peu plus loin, sans t'en rendre compte. Mais au final, tu vas rentrer un petit peu dans cette compétition. Et c'est vraiment intéressant pour ce travail de puissance et de vitesse. Clairement, par exemple, quand on donne un entraînement tous les deux, bah voilà, je sais que on aime bien aussi les petits jeux en duo, les petits jeux d'opposition, où bah voilà, il y a une grosse différence qui va être assez marquante. Si tu prends un gars qui va commencer à faire des sprints tout seul, bah en général, il va être moins performant que si tu le mets en duel avec un autre gars, C'est ça. où là, ça va se confronter un petit peu par rapport à la perf fournie, quoi. Exact. Et l'aspect ludique aussi rentre en compte, hein, dans l'exercice, vouloir se donner à fond, comme tu le dis, ça rajoute vraiment quelque chose à la séance. Et je pense que du coup, c'est comme ça qu'on génère un maximum d'intention aussi, et parfois sans s'en rendre compte. Ouais, c'est ça qui peut être exactement, sympa ouais. aussi. Et puis pour finir, on a tout ce qui est stimulation nerveuse supplémentaire, comme l'EMS. Donc si on prend le système nerveux central, système nerveux périphérique, entre les deux, il y a la jonction. L'idée, c'est d'envoyer un influx nerveux qui va être produit directement depuis le cerveau, donc par soi-même, pour effectuer une contraction musculaire. L'EMS, donc l'électromyostimulation, permet d'avoir des petits capteurs sur certaines régions au niveau du groupe musculaire pour envoyer un influx supplémentaire externe pour avoir une plus grosse contraction musculaire. Mais voilà, tout ça sont des petits outils à prendre lorsque c'est possible. C'est toujours un petit must lors des entraînements, mais c'est pas non plus indispensable. On a fini de parler de ces 6 principes. C'est ça. Encore une fois, il faut voir les choses comme une pyramide. On fait un petit topo, du coup. Ouais, vas-y. Principe 1, n'oubliez pas, progressivité. On prend son temps, on est progressif dans l'effort. Principe 2, spécificité. L'entraînement doit être adapté à tes besoins de ton sport. On n'oublie pas de quand même faire une bonne base. On développe l'athlète avant le sportif. On n'oublie pas l'alternance travail-repos, le principe 3. Donc je m'entraîne, mais je dois optimiser. Donc j'optimise mon entraînement, j'optimise ma récupération aussi. Principe 4, période. Je définis des périodes de développement, des périodes de maintien, etc. en fonction de mon calendrier, en fonction de mon sport. Pour la finalité, à partir de la finalité, du coup aussi je développe pour effectuer tout ça. C'est et ça. je construis sur base de ça. Principe 5. Réversibilité, donc du coup là, effectivement, il faut toujours garder un stimuli qui est nécessaire pour créer une adaptation et pas se désadapter dans nos entraînements et arriver à 0 le jour de l'échéance. Et puis dernier principe numéro 6, du coup l'intention dans l'effort, super important de toujours privilégier la qualité quand c'est nécessaire et puis la quantité quand il le faut autrement. Et dissocier les deux, super important. Voilà, on espère que ce premier podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des retours, des questions. Et aussi, donc si vous avez des questions sur l'entraînement, on se ferait un plaisir d'y répondre en podcast. Mais voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Vous pouvez retrouver Sacha sur Instagram, Kamlika Coaching. Moi, Alex, c'est ACM Coaching sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou simplement nous suivre. On sera ravis de communiquer avec échanger. vous et puis de pouvoir mettre ça en place pour les prochains podcasts. Portez-vous bien, entraînez-vous bien, reposez-vous bien, important aussi. Et on se dit à bientôt pour un prochain podcast.